Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules, mais alors qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes sans cravate? Vous voulez rejoindre les rangs de la NUPES sur les bancs de l'Assemblée nationale? Tel Louis Boyard, oui. Tel Louis Boyard? Enfin, vous avez une veste quand même, vous n'êtes pas en bras de chemise. J'ai d'autres idées après TV Liberté. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver en studio après cette émission depuis chez nous la semaine dernière. Joyeux anniversaire encore une fois à TV Liberté qui fête ses 8 ans. Au sommaire aujourd'hui, tout d'abord en image de la semaine, des affrontements violents entre des milliers de migrants et la police marocaine aux abords de Melilla, cette enclave espagnole au Maroc. En premier sujet de la semaine, tout d'abord, la décision de la Cour suprême américaine de rendre aux États la capacité de légiférer sur l'avortement. Ça a provoqué un véritable tourbillon médiatique et on va tout vous expliquer. Bien sûr, en vous réinformant. On passera ensuite à notre revue de presse avec, par exemple, les premières sessions de l'Assemblée, une grève chez France TV, l'emprisonnement de Ghislaine Maxwell. Eh bien, ne ratez rien avec cette revue de presse hebdomadaire. Et enfin, je sais que le Covid vous avait manqué. Eh bien, il est de retour dans les médias de grand chemin pour votre plus grand plaisir. On va s'attarder un petit peu là-dessus dans notre deuxième sujet de la semaine. Immédiat numéro 402, c'est parti. Notre image de la semaine est donc celle des milliers de migrants subsahariens prenant d'attaque un poste frontière hispano-marocain dans la ville de Melilla, une des deux enclaves espagnoles au Maroc avec Ceuta. On regarde tout de suite les images. Des images absolument donc sidérantes où on voit des hordes de migrants prendre d'assaut littéralement un poste frontière. On sait avec les articles de presse locaux qu'ils ont notamment blessé des centaines de policiers marocains dans cette action. Drame de Melilla, enquête en Espagne, l'ONU dénonce l'usage excessif de la force, nous dit Marianne, ou encore France Info Afrique, des dizaines de migrants sont morts en tentant de rejoindre l'Espagne. Il y a tout de même un parti pris pro-migrants, un petit peu victimaire dans toute cette histoire, alors qu'on voit les images, c'est un petit peu l'inverse. Ce sont des images d'agression, ce sont des images d'invasion. On oublie d'ailleurs que la fonction des armées, fonction historique des armées, c'est de protéger les frontières. Ah oui, mais on a oublié Donc, on a complètement oublié ça. Donc, en fait, ils n'utilisent même pas de moyens létaux pour les arrêter. Après, effectivement, il y a eu des morts dans les piétinements. Il est évident que les responsabilités sont à chercher du côté des migrants, qui sont en l'occurrence là des envahisseurs, des agresseurs, et du côté des passeurs. Alors, il semble que ce soit des Africains qui viennent du Soudan. Plutôt du Soudan, et donc qui traversent l'Algérie et arrivent ensuite au Maroc à travers le désert, semble-t-il, et ensuite ils s'agglutinent auprès des enclaves de Ceuta et Melilla, qui sont des comptoirs, d'anciens comptoirs espagnols, au sud de la Méditerranée. Alors pour la petite histoire, finalement, les migrants subsahariens, notamment du Soudan, préféraient passer jusque-là par la Libye et traverser la Méditerranée pour arriver en Italie. Mais vu qu'ils sont tellement finalement extorqués, et arnaqués et harcelés par les passeurs, ils ont préféré choisir un autre itinéraire. Pas de bol, la police marocaine est quand même moins complaisante avec les migrants et les envahisseurs que la police française ou les polices européennes. Voilà, affaire à suivre, en tout cas un lourd bilan de morts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça dans la presse. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, qui est dédié à la décision toute nouvelle de la Cour suprême américaine de laisser aux États la capacité de légiférer sur l'avortement. Et cette décision, justement, de la Cour suprême, qui laisse liberté totale en droit
aux États de légiférer sur l'avortement, c'est-à-dire est-ce qu'il est interdit ou pas, s'il est autorisé jusqu'à combien de semaines de grossesse, etc. Eh bien, ça a provoqué un véritable coup de tonnerre médiatique, outre-Atlantique, mais aussi français. Les médias français ont repris en cœur ce sujet tout en donnant aux militants, bien sûr, pro-avortement, une belle tribune dans leur colonne. On regarde tout de suite des extraits du JT. Alors, comment s'est réveillée l'Amérique après cette volte-face historique qui fait chuter un droit à l'avortement acquis il y a 50 ans, et bien toujours plus fracturé, avec à la clé de l'émotion, des larmes, des fermetures immédiates de cliniques. Dans cette clinique du Missouri, les larmes des employés face à la décision de la Cour suprême. Quelques étreintes en guise de réconfort. Pour beaucoup de femmes désespérées, il reste la possibilité de se rendre au Mexique, ne serait-ce que pour acheter une pilule abortive. Sandra Cardona et Vanessa Jiménez ont ouvert au-dessus de leur maison un lieu pour accueillir les femmes, notamment les américaines, qui veulent avorter. Elles fournissent la pilule abortive et les accompagnent tout au long du processus. Avec son organisation, Sandra Cardona fait donc passer très discrètement des boîtes de pilules abortives aux États-Unis à d'autres organisations féministes. Et le JT de France 2 n'a pas été le seul à traiter ce sujet sous cet angle finalement. Slate FR, la décision de la Cour suprême est absurde. Les Américaines ont de plus en plus recours à l'IVG. Avortement aux États-Unis, 37 millions de femmes pourraient être privées de leurs droits, nous dit la dépêche. On a également la rengaine sur les athlètes et les personnalités publiques qui prennent position, avec Ouest France et France Info. Droit à l'avortement révoqué aux États-Unis, Michelle Obama ou encore l'écrivain Stephen King. La colère des célébrités. Sommes-nous dans une démocratie si les armes ont plus de droits que les femmes, ce fameux poncif féministe aux États-Unis. L'avortement n'est pas un droit fondamental, mais une liberté fondamentale, nous dit Lacroix, qui est visiblement très investi sur ces sujets bioéthiques, mais pas vraiment dans le sens catholique du terme. C'est un petit peu flou cette histoire. Contraception, je continue. Contraception, mariage gay, après l'IVG, ces autres droits qui pourraient être menacés aux États-Unis. Alors finalement, on a le côté un petit peu ethnique là-dedans. François Durper nous explique que les femmes les plus défavorisées de la population, à savoir les femmes noires et hispaniques, sont déjà plus nombreuses à mourir enceintes et à avoir recours à l'avortement. Un avortement interdit, c'est-à-dire c'est un avortement qui serait pratiqué de manière illégale et donc dans des conditions sanitaires et médicales un petit peu douteuses. Ça mettrait les femmes en danger de mort. Pour finir avec cette revue de presse dans notre sujet, l'Obs, notre combat pour le droit à l'avortement, c'est signé la directrice de la rédaction. On sent le parti pris médiatique français, Jean-Yves, qui est unanime, c'est-à-dire une révocation de cette décision de la Cour suprême. Voilà, alors c'est une présentation qui n'est pas très factuelle. Factuellement, la Cour suprême est revenue sur l'arrêt Roe contre Wade, qui est un arrêt d'il y a 50 ans, qui crée effectivement un droit général à l'avortement sur l'ensemble du territoire des États-Unis, en s'emparant en quelque sorte du pouvoir législatif des États. Là, ce qu'a fait la Cour suprême, elle n'a pas légiféré à proprement parler sur l'avortement, elle a dit que la législation sur l'avortement relevait des États, c'est-à-dire des assemblées des États, voire d'ailleurs des cours suprêmes des États. Et donc, c'est un arrêt qu'on peut qualifier d'originaliste, puisqu'il revient à une interprétation stricte de la Constitution américaine. Arrêt originaliste, et l'un des juges les plus anciens d'ailleurs de la Cour suprême, le juge Clarence Thomas, qui est un juge noir, qui est dans la lignée de Thomas Sowell, qui est donc un juge noir conservateur, et lui partisan d'une lecture originaliste de la Constitution. Il a donc participé au vote sur cet arrêt, en même temps que 3 autres juges nommés par Trump et un autre juge nommé par le fils Bush. Mais il ne légifère pas sur l'avortement. Il renvoie aux États. Et donc, ça n'est pas vraiment traité comme cela dans les médias français. Sachant que ce qui est assez étonnant, mais on y est habitué, c'est qu'on voit un sujet américain qui devient un très gros sujet français. Oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que
tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est pour nous, quoi. On a eu l'affaire avec les élections américaines, l'élection de Trump, la fraude, Biden, le Capitole, les fusillades aussi. Les fusillades, le noir américain mort, étouffé par la police. Voilà, tout ce qui se passe aux États-Unis, ça devient une gigantesque opération, finalement, de propagande pour les médias français. Et donc, là d'ailleurs, on le traite comme cela, puisqu'on traite sous l'angle restriction de la liberté des femmes, et non pas sous l'angle restitution de la liberté aux États. Qui est un petit peu plus factuel déjà. Qui est un peu plus factuel. De même, on explique que l'avortement, c'est formidable, c'est une liberté formidable. On pourrait traiter ça sous un autre angle et diaboliser l'avortement en disant que finalement, c'est une opération eugénique. Puisqu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont supprimés parce qu'ils sont pas parfaits. On pourrait aussi critiquer l'avortement en disant mais c'est racialiste, puisque aux États-Unis, les femmes noires ont proportionnellement 5 fois plus recours à l'avortement que les femmes blanches. Et on pourrait aussi dire, en tout cas dans les États où il est possible jusqu'au 9e mois, qu'on est tout à fait à la limite de l'infanticide. Peut-être d'ailleurs que dans quelques années, avec la fenêtre d'Overton qui se déplace, eh bien, on nous expliquera qu'il faut garder les enfants à l'essai pendant 3 mois, période renouvelable. Enfin, comme les CDD dans les médias français. Hein. On peut aussi penser, effectivement, que là, la fenêtre d'Overton, vous savez, la fenêtre d'Overton, c'est les idées qui sont autorisées, les idées qu'on peut défendre sans être... Et puis celles qui sont absolument condamnables. Et celles qui sont on peut considérer qu'en France, la fenêtre d'Overton, on la déplace vers toujours plus de possibilités d'avortement tardif, jusqu'au 9e mois maintenant, avec l'IMG. Et aux États-Unis, on la ramène dans l'autre sens, puisqu'on va renvoyer la décision à certains États, dont on sait que certains, effectivement... certaines législatures d'État conservateurs sont hostiles à cette pratique. Ce qui est intéressant tout de même dans ce rapprochement entre le sujet américain et le sujet de l'avortement en France, c'est qu'on comprend mal l'état de l'avortement déjà aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a 2 extrêmes qui s'affrontent. C'est des États qui interdisent complètement l'avortement dès la conception, et ensuite d'autres États qui permettent l'avortement. Il y en a 5 ou 6, dont le Colorado et l'Alaska, qui permettent d'avorter jusqu'au terme, en fait, jusqu'au 9e mois. Donc c'est ces 2 extrêmes qui s'affrontent, alors qu'en France, on a des débats assez restreints. Finalement, c'est plutôt sur le délai acceptable, est-ce que c'est 10, 12 ou 14 semaines maintenant, plutôt que sur une volonté d'interdire complètement ou d'autoriser jusqu'au terme l'avortement. C'est pas du tout les mêmes débats, j'ai envie de dire, Jean-Yves. Quand même, en France, on évolue. Si on regarde, l'avortement a longtemps été considéré comme un crime, jusqu'à la loi Veil. Puis il a été très encadré par la loi Veil, possible mais encadré. Et puis on a supprimé progressivement l'encadrement. On a allongé, les législateurs ont allongé le délai de 10 semaines à 12 semaines, puis de 12 semaines à 14 semaines. Là, c'est très récent, d'ailleurs, le passage à 14 semaines. 14 semaines, il faut broyer le crâne de l'enfant pour pouvoir procéder à l'avortement. Et même avec l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, y compris en cas de problème psychologique de la mère, jusqu'au 9e mois, c'est-à-dire on est vraiment à la limite là de l'infanticide. Voilà. Et encore une fois, retenez mon idée, peut-être que pourrais, si vous vous faites élire député NUPES parce que vous n'avez pas de cravate, peut-être que vous pourrez leur proposer l'enfant à l'essai pendant 3 mois, 3 mois renouvelables. Renouvelable, oui. Ouais, voilà. Comme dans un CDI, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je vous laisse. Ils auront intérêt à pas trop brailler, là. Ah bah non. Voilà. Il n'y aura pas beaucoup d'enfants qui seront plébiscités par leurs parents. Je vous laisse à l'écran tout de même la carte interactive de The Guardian qui fait état finalement, du statut de l'avortement dans les différents États américains suite à cette décision de la Cour suprême. On voit que déjà 7 États ont d'ores et déjà 7 États. 7 États
ont d'ores et déjà interdit l'avortement. C'est le cas, par exemple, du Dakota du Sud, de l'Oklahoma, de l'Alabama. C'est plutôt les États du Midwest et du Sud, historiquement beaucoup plus conservateurs. Et puis également d'autres États comme le Texas ou le Wyoming, etc., qui envisagent, ou la Géorgie, dans un futur très proche, de revenir sur leur législation de l'avortement dans un angle plus restrictif. On va s'attarder un petit peu rapidement sur le rapprochement justement entre ce sujet états-unien et ce sujet français et toute la récupération politique qui en est faite. On regarde tout de suite un extrait du JT. Une double proposition de loi a été faite visant à inclure le droit à l'avortement dans la Constitution. Ça fait extrêmement peur sur l'impact que ça peut avoir dans le reste du monde. En France, on a une montée des extrêmes. On peut, oui, en effet, avoir peur que ce droit soit remis en question. C'est la base qu'on puisse faire ce qu'on veut avec son corps. Enfin voilà, simplement. Nous sommes tous les avortés. Avorter librement, un droit acquis de haute lutte, une bataille dans la rue, devant les tribunaux, puis à l'Assemblée. Billet assez intéressant dans Libération, l'IVG dans la Constitution, une fausse bonne idée ou encore inquiétude en France chez les défenseurs du droit à l'IVG. La révocation de l'avortement aux États-Unis réveille le débat en Italie, nous disent les Échos. Tout ça, finalement, car il y a une double proposition de loi, une de la NUPES et une autre de la majorité présidentielle, de justement inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, Jean-Yves. Oui, alors c'est assez largement... c'est la volonté d'occuper le terrain, de rebondir sur les événements américains, d'importer les événements américains en France, en faisant assez largement une opération de diversion, dans la mesure où la probabilité qu'une proposition de loi constitutionnelle soit adoptée est assez peu probable, parce qu'il faut déjà trouver une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est possible. Il faut ensuite trouver une majorité au Sénat, ce qui est moins facile. Et il faut ensuite trouver soit une majorité par référendum, soit les 3/5 du Congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Tout ça est assez peu probable. Par contre, effectivement, ça peut être tentant de faire une opération de diversion, de mettre un sujet de société, une loi sociétale au premier plan pour essayer de faire passer de côté un certain nombre de difficultés économiques ou sécuritaires, sachant que même si la proposition de loi constitutionnelle a peu de chances de finir par être intégré à la Constitution, ça peut toujours faire du débat. Voilà. Ça fait du débat et puis ça fait de la communication bien pensante. Ouais. C'est triste à dire, mais effectivement, ça permet de faire de la communication bien pensante, et c'est triste à dire comme expression, mais un peu d'amuser la galerie aussi. Merci Jean-Yves. On passe tout de suite à notre revue de presse avec justement quelques sujets sur cette Assemblée nationale. Les premières séances de la nouvelle mandature à l'Assemblée font parler d'elle. Écoutons tout de suite le commentaire que faisait Amandine Atalaya pour BFM TV du discours du doyen d'âge et député RN José González. Normalisation, mais elle aura du mal à maîtriser tout cela, Marine Le Pen, à moins d'être vraiment maîtresse d'école avec tous ces nouveaux députés, parce que beaucoup d'entre eux ont été élus par hasard, nous disait même tout à l'heure un député du Rassemblement national. Il ne s'y attendait pas. L'un d'entre eux, par exemple, nous disait-il, est un viticulteur qui a apparemment la parole très fleurie, qui était encore sur son tracteur il y a 2 jours et qui débarque à l'Assemblée nationale. Et comment ces gens-là vont-ils apprendre en quelques jours à maîtriser leur parole? Ça sera un enjeu vraiment. Oui, alors il faut écouter la tonalité. Ces gens-là. Ces gens-là. Ces gueux-là. Voilà. Ils vont avoir quelques jours à maîtriser leur parole, ces gens-là. Et puis alors, c'est assez extraordinaire parce que on part du principe que l'agriculteur ne va pas être capable de faire le métier de député. Et puis il a une grande gueule. C'est ce qu'on sous-entend. Alors qu'on trouvait que la femme de ménage... Alors là, formidable. La femme de ménage de la NUPES, formidable. Bon, la femme de ménage de la NUPES, ça fera peut-être son métier de parlementaire, mais il n'y a pas de raison de penser que l'agriculteur du Rassemblement national, qui a d'ailleurs l'air de savoir s'exprimer tout à fait bien, on va l'écouter, ne fera pas non plus un bon parlementaire. Exactement. Voilà. Et on l'écoute justement tout de suite. Merci Jean-Yves pour la transition.
Je remercie quand même la journaliste qui a pris la peine de m'appeler pour s'excuser. Comme j'ai une certaine éducation paysanne, j'ai accepté ses excuses, mais je suis blessé. J'ai été blessé, mais pas pour moi. Moi, il y a 15 ans que je fais dans la politique. Je suis blessé pour les gens qui ont voté pour nous. Je suis blessé pour le groupe du Rassemblement national. Votre journaliste je suis désolé, a méprisé le petit peuple de l'Aude en particulier, puisque je viens de l'Aude. Effectivement, moi je suis paysan depuis bien longtemps, de père en fils, depuis toujours. Et lundi, la journée, j'ai passé 15 heures sur mon tracteur, évidemment, pour être présent mardi ici. Alors, autre chose qui m'a marqué, effectivement, l'arrivée de la nouvelle Assemblée, c'est le discours du doyen d'âge, José González. Qui est un député RN. Député RN. Belle allure, d'ailleurs, quand il rentre depuis l'hôtel de la Sey vers le Palais Bourbon. Il a beaucoup de tenue. Alors... C'est avec émotion et solennité que je m'exprime aujourd'hui, puisque j'ai le vénérable privilège de la doyenneté de notre Assemblée nationale. Que derrière, il y a les secrétaires d'âge de la NUPES qui sont en débraillé, sans veste, les manches retroussées, la chemise à fleurs, les tongs, enfin bon... vraiment, c'est la plage. C'est la plage, quoi. C'est pas tout à fait respectueux. Les bronzés font des lois. Des règles de tenue qui sont pas dans le règlement de l'Assemblée nationale, mais qui sont dans l'instruction du bureau. Enfin, passons. Et puis le doyen d'âge fait son discours où il évoque quelque chose qui lui tient à cœur, qui est le fait qu'il a été chassé d'Algérie. Et donc, il évoque ce moment très, très triste du soir. Il est applaudi d'ailleurs. De ses amis, bien sûr, mais aussi, semble-t-il, un peu d'élus LR et d'élus ensemble, de part et d'autre. Ils sont répartis par ordre alphabétique, hein, donc c'est difficile de savoir d'où les applaudissements étaient partout, mais il est plutôt bien applaudi. Et puis après, la presse le titille, et il est un peu plus critiqué dans ses propos. Il dérape, dit-on. Il fait la polémique, bien sûr. Il fait polémique parce qu'il refuse de condamner ouvertement l'OAS, l'organisation, l'armée secrète qui luttait contre l'indépendance de l'Algérie. Il est condamné par les mêmes pour ce propos, les mêmes qui trouvent le FLN formidable. Ah oui, voilà. Bah c'est toujours ce double standard. Premier jour à l'Assemblée, élu du RN, le doyen des députés fait déjà l'apologie de l'Algérie française, ou encore des députés dénoncent un négationnisme historique après les déclarations du député RN. Je vois pas où est le négationnisme historique. Non, moi non plus. C'est sûrement vis-à-vis de l'OAS. Il a esquivé un petit peu le sujet, on le comprend, c'est un sujet... À quoi bon l'évoquer, de toute manière. Bon. En fait, dans les guerres, malheureusement, il y a des morts. Et quand on mène de l'action clandestine, il y a aussi des morts, oui, mais il y en a eu beaucoup d'un côté et très très peu de l'autre. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait quand même rappeler. Il y a eu très peu de victimes de l'OAS, il y en a eu, bien sûr, oui. Mais il y a eu comparativement énormément de victimes du FLN, y compris beaucoup de victimes algériennes du FLN. Sans parler des 1200 Français d'Oran qui ont été tués avant de pouvoir partir, sans parler des dizaines de milliers de harkis qui ont été assassinés par le FLN. Voilà. Si on veut parler de négationnisme historique, abordons tous les faits. Abordons tous les faits. Et on va rester un petit peu proche de l'hémicycle avec cette deuxième histoire que nous avons brièvement évoquée la semaine dernière. Je vous parle de l'affaire selon laquelle le couple Garrido-Corbière aurait maltraité une femme de ménage sans papier et qui fut finalement écrite sans fondement. C'est ce qu'on a appris peu après le tournage de notre émission. On a rajouté un petit encart, là avec plus de détails dans la presse. Aziz Zemouri est le point à nouveau condamné pour diffamation contre l'actrice Sand Van Roy cette semaine par exemple. Donc l'auteur de l'article qui est encore une fois condamné pour diffamation pour une affaire extérieure. Ou encore il porte plainte contre Jean-Christophe Lagarde. La femme de l'élu aurait transmis ces informations selon laquelle le couple Garrido-Corbière aurait maltraité une femme de chambre sans papier dans un appartement parisien qu'il n'avait pas. Il met également en cause un policier en disant que c'est lui qui lui a soufflé les mauvaises informations. Alors, plusieurs remarques. D'abord, cette histoire est intéressante parce que le vraisemblable n'est pas toujours vrai.
Le fait que le couple Corbière-Garrido, qui a un petit côté Thénardier, utiliserait des clandestins, c'était vraisemblable, mais c'était pas vrai. Et d'ailleurs, dès la semaine dernière, on avait abordé l'affaire en disant qu'il y avait les plus grands doutes et qu'il fallait notamment se méfier des informations de ce Zemmouri, qui est quand même un professionnel de la fausse information. Je dois dire que sa défense, consistant à dire mais c'est la faute à Lagarde et aux policiers qui m'ont mis sur une mauvaise piste, il est évident que si vous êtes journaliste, qu'un adversaire politique vous donne des informations sur son adversaire politique, un homme politique vous donne des informations sur son adversaire politique, il faut à minima les vérifier, parce qu'il ne va pas être très objectif. Et puis M. Lagarde n'est quand même pas renommé pour des méthodes particulièrement correctes. Voilà. Donc là, Zemmouri est parfaitement coupable. Puis il a 30 ans de journalisme sous la ceinture. Il a 30 ans de journalisme. Alors, quand on vous dit c'est des journalistes à carte de presse, 30 ans de carte de presse. Voilà, il a été gardé, là il est mis à pied par Le Point, mais il a été gardé pendant des dizaines d'années, ou très longtemps, par Le Point, alors qu'il avait déjà commis un certain nombre de fautes déontologiques importantes. Donc voilà, c'est le journalisme dit d'investigation, qui est en fait du journaliste où le journaliste il prend les infos que lui donnent les juges ou les policiers. Alors il y a des fois des informations, il y a parfois des ragots, il y a parfois des inventions. Et il y a parfois des informations vraies, mais qui ne peuvent pas être démontrées devant la justice pour X ou Y raison. Il y a même parfois des informations vraies. Oui. Oui. Parfois. L'exception qui confirme la règle. Alors, c'est une nouvelle qui ravira Jean-Yves et nos spectateurs, j'en suis sûr. France Télévisions et Radio France, comme s'ils répondaient à votre appel finalement, sont entrés en grève suite à un appel intersyndical pour protester contre l'annonce de la suppression de leur redevance télévisuelle. On regarde un petit peu tout de même leur petit spot publicitaire pour faire valoir leurs droits à vos impôts. Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole. Arrivé au checkpoint, un soldat russe repère notre caméra. Arrête. Arrête-toi. Je veux que vous supprimiez la vidéo. France Télévisions et Radio France en grève face à la suppression de la redevance. Eh bien, finalement, c'est les syndicats qui ont appelé à demander le maintien des financements de l'audiovisuel public par la grève. La grève, la lutte. La perspective du démantèlement du service public au profit d'un secteur privé où régneraient les milliardaires des médias est insupportable. C'est à l'aune du niveau d'indépendance de l'information que l'on mesure la maturité d'une démocratie, ajoutent les syndicats. C'est une information que corrobore et amplifie l'article de France Info. Eh bien, finalement, une étude montre qu'un financement important et sécurisé sur plusieurs années des médias publics est corrélé avec le fait d'avoir une démocratie saine. Et finalement, pour remplacer cette redevance, les syndicats réclament une taxe universelle affectée à l'audiovisuel public, ainsi qu'un financement dédié pour lutter contre les fake news. Ça fait beaucoup de revendications pour des mensongers, des menteurs éhontés. Voilà, alors, le principe d'un audiovisuel public n'est pas mal en soi, sauf qu'il est pris en main en France, mais aussi dans d'autres pays, comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Il est pris en main par, en gros, les forces progressistes. Les forces du mal. C'est pas forcément les forces du mal, c'est nous les forces du mal, mais enfin, bref, les progressistes. Et donc, il y a un manque total d'objectivité qu'on a vu d'ailleurs pendant la campagne législative, où pratiquement plus de la moitié du temps de parole
était accordé uniquement aux candidats ou à la campagne de la NUPES. Bon, voilà. Mais c'est constant, c'est un biais absolument constant. Surtout que les histoires, de toute manière, on le voit toutes les semaines. On le voit toutes les semaines. Alors, il nous coûte quand même très cher. Hein. Ça, il faut le mentionner. 2,5 milliards pour France Télévisions, 600 millions pour Radio France, 200 millions pour Arte. Bon, alors... Si tout le monde était représenté, si tous les courants de pensée, tous les courants politiques, tous les courants d'idées étaient représentés, pourquoi pas ? Mais nous, notre courant, il est obligé de vivre. Sur TV Liberté, on a 2000 fois moins que cela. Même pas un demi-millième. Un demi-millième. Mais on a besoin de vous. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque à TV Liberté, c'est le moment. Voilà. Vous pourrez dépenser votre redevance sur TVL, ce sera plus sain. Alors finalement, les réactions sur les réseaux sociaux ont été assez fleuries et assez diverses en fait, Jean-Yves. Oh que non, vous avez tous prouvé votre parti pris et votre malhonnêteté, vous ne faites plus de l'information, vous étalez vos avis ou ceux de vos patrons. Non, personne de normalement constitué pense que votre rédaction fait du journalisme de manière indépendante. Cette fable, vous pouvez la raconter à qui vous voulez, mais pas aux Français, nous disent 2 internautes. Mais il y a finalement toujours un petit peu de contradiction. Alors on ne sait pas si c'est un internaute anonyme ou un journaliste de France Télé. Ou un troll, un troll de France Télé. À titre personnel, je serais extrêmement déçu de ne plus payer la redevance. Je regarde quasi exclusivement les chaînes du service public et j'écoute les stations de Radio France. Je soutiens à 100% votre mouvement. Voilà un bon citoyen. Un bon citoyen bien formaté. Bon. Alors, une information qui nous avait échappé le mois dernier lors de notre sujet consacré à Pape Ndiaye maintenant, le nouveau ministre de l'Éducation donc. Il s'avère que ses propres enfants sont scolarisés dans un établissement parisien privé et élitiste, l'école alsacienne. Le ministre est revenu sur cette question dans une entrevue accordée aux Parisiens, qui malheureusement est privé, vous savez, accès réservé aux abonnés. Oui, alors ça c'est tout à fait inadmissible que les ministres fassent leur communication sur des articles qui sont payants, réservés aux abonnés. C'est une très mauvaise pratique parce que le Parisien, comme d'autres journaux, il reçoit de l'argent public. Et je pense que l'argent public, il pourrait au moins servir à rendre en accès libre les entretiens des ministres. C'était déjà le cas avec Blanquer. Oui, hein, qui avait diffusé sa réforme. Oui, depuis... sa réforme c'était de la rentrée. donc c'était... Ibiza. Ibiza, voilà. Sa réforme de la rentrée depuis Ibiza, dans un article payant auquel les profs n'ont pas eu accès, bah c'est bien pensé. Après, ils sont obligés de demander des augmentations. Pour justifier son choix, Pape Ndiaye a expliqué « C'est le choix de parents d'enfants pour lesquels, à un moment, les conditions d'une scolarité sereine et heureuse n'étaient plus réunies. » Voilà, c'est un petit peu la réaction. La scolarité sereine et heureuse, bah oui, c'est ce que cherchent beaucoup de parents quand ils scolarisent leurs enfants dans des écoles. Beaucoup de parents, quand même, de la gauche intellectuelle et politique parisienne. Hein. Oui, alors là, il y a un clivage, puisque les parents plus conservateurs... conservateurs, ensemble compris, scolarisent plutôt leurs enfants à Stanislas, établissement catholique, et les enfants de milieux plus socialistes ou plus progressistes les scolarisent à l'école alsacienne. Mais enfin, on reste entre soi quand même. Voilà. Bah, c'était le cas, par exemple, de François Hollande, qui avait scolarisé ses enfants là-bas, Lionel Jospin, ou encore Jean-Pierre Chevènement. Enfin voilà, c'est une grande tradition de la gauche républicaine. La tradition, voilà, mais oui. Alors, j'espère que vous vous souvenez... C'est la ségrégation républicaine. La ségrégation républicaine, absolument, Jean-Yves. J'espère que vous vous souvenez de Ghislaine Maxwell, cette mondaine britannique, compagne de Jeffrey Epstein, qui lui a fourni plusieurs jeunes filles mineures pour alimenter son cercle de prostitution pédocriminelle. J'espère que vous vous souvenez de l'histoire, parce que c'est pas en lisant la presse française que vous allez vous rafraîchir la mémoire. L'affaire Jeffrey Epstein, c'est aussi l'affaire Ghislaine Maxwell, car selon les témoignages des victimes de viol, l'ex-compagne d'Epstein était une prédatrice sophistiquée. Elle est accusée d'avoir monté un réseau de dizaines de filles mineures pour son ex-compagnon entre 1994 et 2004 dans ses nombreuses propriétés et son île privée des Caraïbes. Affaire Epstein, Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison pour crimes sexuels et elle est également placée sous surveillance pour risque suicidaire. Quelle coïncidence. Le risque suicidaire est élevé parce que son père a été retrouvé suicidé, son mari a été
retrouvés suicidés. Il y a un certain nombre de comparses de l'affaire qui ont été retrouvés suicidés. Voilà. Donc il y a un vrai risque suicidaire, c'est sûr. Voilà, son avocate principale, Bobby Sternheim, a dénoncé auprès de la juge new-yorkaise le fait que sa cliente avait été brutalement renvoyée à l'isolement, sous surveillance pour risque de suicide, sans justification, alors qu'une évaluation psychologique a au contraire déterminé qu'elle n'était pas suicidaire, selon la défense. Ce qui est intéressant, je trouve, Jean-Yves, c'est... Mais on peut ne pas être suicidaire et être suicidé. Oui, voilà. C'est ce qui arrive généralement dans ce genre d'affaires, vous en conviendrez. Ce qui peut arriver. Tous les cercles pédocriminels, avec des politiques et des personnalités publiques à l'intérieur, on sait très bien ce qui s'y passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on élude complètement le vrai sujet, c'est-à-dire qui étaient les clients. Qui étaient les clients, qui étaient les bénéficiaires, et qui sont les gens tenus par ça. Ouais. Car l'objectif de ce réseau, c'est d'avoir prise sur un certain nombre de grands décideurs qui ensuite sont obligés de rester dans les rails du politiquement correct, pour faire du chantage, absolument. Ce sont des vieilles méthodes qu'on reprochait au KGB il y a 50 ans, mais qui faisaient ça de manière... relativement artisanale par rapport à la méthode occidentale, si on peut dire. Qui est beaucoup plus subtile, vous en conviendrez. Alors la subtilité a été qui correspond un peu à l'évolution des mœurs, a consisté à choisir des filles mineures. Voilà. Alors que quand Profumo, le ministre anglais de la Défense, a dû démissionner parce qu'il avait une relation avec une call girl qui était un agent soviétique, cette jeune femme était jeune mais majeure. Oui. Là, maintenant, le système occidental a perfectionné le dispositif. Bravo. Des réactions quand même intéressantes sur Twitter. C'est là qu'on voit les réactions indignées des gens lambda, des auditeurs et des spectateurs vis-à-vis des manquements de la presse. Blair White, une youtubeuse américaine, nous dit « Je ne veux pas vivre dans une société qui réclame tous les détails du procès Amber Heard, Johnny Depp, mais qui se contente de ne pas avoir de nom dans l'affaire Ghislaine Maxwell. » Ou encore une réaction française cette fois. Ghislaine Maxwell est condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs et personne dans les médias, les politiciens ou les vedettes ne soulève la question de qui étaient les fameux clients de Epstein. J'ai bien peur... Ça, c'est complotiste. Bah oui, mais j'ai bien peur, Jean-Yves, que de toute manière, on n'arrive jamais jusqu'au fin fond de cette affaire et qu'on apprenne la vérité. C'est complotiste. Bon. Donc faut pas. Je m'arrête là. J'en ai trop dit. Ouais. Une nouvelle du front ukrainien maintenant qui pourrait mettre potentiellement à mal la réputation de la presse française à l'étranger. Selon un journaliste polonais, la diffusion d'images du front par TF1 le 18 juin aurait entraîné la mort d'un soldat ukrainien le lendemain. On regarde les images en question pour se faire un petit peu notre avis. Immédiatement, dans le PC de campagne du commandant Scala, on analyse ces images afin d'ajuster le tir sur les cibles désignées, normalement le travail de l'artillerie. Nous avons déjà détruit 2 tanks, ici et ici. Mes positions sont là. Vous, tout à l'heure, vous étiez à cet endroit. Et c'est de cette zone que mes dronistes décollent d'habitude. Alors on peut voir sur ces images justement des cartes avec des explications assez fournies sur la topographie, l'emplacement du poste de commandement, de là où les soldats ukrainiens lancent leurs drones. Ce que nous explique un journaliste polonais finalement, c'est que Keks, un soldat ukrainien qui était technicien dentaire dans la vie civile, a été tué après que, le lendemain en fait, et il trouve ça un petit peu bizarre cette coïncidence, il a été tué le lendemain par les Russes, le lendemain de la diffusion de ces images par TF1, et il accuse la chaîne d'avoir manqué un petit peu à ses devoirs en n'ayant pas par exemple flouté la carte, etc. Un article de 20 minutes objecte, avec un témoignage de Guillaume Debré, par exemple, directeur des informations de la chaîne TF1. Toutes les images ont été tournées en accord avec l'armée et sous le contrôle des soldats présents. Certaines séquences ont été coupées à leur demande, d'autres éléments ont été floutés. Ce qui apparaît à l'écran est validé par ces soldats. Alors c'est peut-être aussi... c'est-à-dire, c'est la guerre de la communication qui peut être nuisible à la guerre tout court, quoi. Oui. Donc on fait les beaux devant les médias. Évidemment, ça peut... Alors, en fait, bon...
Est-ce que c'est la cause de la mort de ce soldat ou pas? C'est difficile à dire. Ça peut être une coïncidence. Ce qui est sûr, c'est que la presse française a fait plutôt silence, à part cet article, effectivement, de 20 minutes. 20 minutes, qui vole au secours de Michel Scott, le réalisateur. Qui vient en défense, évidemment, de TF1. Mais la presse française a plutôt laissé de côté l'affaire. Bon, on se gardera de trancher quand même sur ce dossier. Certains arguments, finalement, de la défense de Michel Scott, le reporter de TF1, sont tout à fait entendables. On peut par exemple les croire quand ils disent que les Ukrainiens ont donné le feu vert pour diffuser les images. Là où c'est un petit peu ambigu et contestable, c'est le moment où ils expliquent que finalement, 6 jours après, ça va, les lignes de front ont forcément bougé, etc. Je pense que dans un théâtre de guerre, c'est pas forcément le cas. Et on devrait se garder de diffuser des images aussi récentes, tout comme un prisonnier fait de son mieux pour ne pas diffuser les informations le plus rapidement possible. Voilà. Le traitement médiatique des attentats islamiques ne cessera jamais de m'étonner, Jean-Yves. Alors qu'un Iranien nommé Zaniar Matapour a tué 2 personnes et en a blessé plusieurs autres aux abords d'un bar gay à Oslo, en Norvège, la presse française avance avec une prudence quand même extrême. Sur le sujet. La police enquête sur un acte terroriste, nous dit Le Monde, entre guillemets. Tuerie d'Oslo, l'intrigant profil de l'assaillant, qui serait peut-être un islamiste, un homophobe ou un fou. On sent cette curiosité dans l'esprit du journaliste du Point. Qui crée le doute. Qui crée le doute, exactement, oui. On ne sait pas ce que c'est. Islamiste. Voilà, un alien, pourquoi pas. Ni à 7h ni à 8h dans sa revue de presse, l'audiovisuel. Goldnadel n'est pas très favorable à l'audiovisuel. De sévices publics, pourtant woke et LGBT, ne dit un mot sur l'attentat anti-gay d'Oslo, parce que commis par un islamiste iranien. Et alors, le trophée pour ce sujet, quand même, Jean-Yves, revient à Mediapart. En France, dans un contexte de poussée historique de l'extrême droite, on s'inquiète des répercussions possibles. Alors ça, c'est formidable, parce que c'est un islamiste qui rafale un bar gay à Oslo, et, mais le danger, c'est l'extrême droite en France. Ah bah oui, quand même. Vous ne voyez pas le lien ? Mais non, je vois pas le lien, non. C'est dommage. En tout cas, Edoui Plenel a très bien vu le lien et il a réitéré sur Twitter, en France, dans un contexte de poussée de l'extrême droite. D'autant plus qu'il n'est pas complètement impossible que dans les députés RN, il n'y a pas que de l'hostilité à la Gay Pride. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, voilà, donc il ne faut pas non plus faire des amalgames qui n'ont pas de raison. Le RN doit être le groupe le plus inclusif au niveau des minorités sexuelles à l'Assemblée, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine, le grand retour du Covid dans vos esprits et dans les médias. Médias, médecins de plateau et politiques vous ont compris, chers Français. Après des mois de matraquage de propagande au sujet des élections et de la guerre en Ukraine, le Covid commence à vous manquer et ils l'ont compris. Forte hausse des contaminations, le gouvernement multiplie les messages de prévention, nous dit Le Monde. Elisabeth Borne recommande, quant à elle, de porter le masque dans les lieux clos et de promiscuité. On a également des articles, par exemple du journal du dimanche, qui nous expliquent que le Covid-19 s'introduit dans le cerveau. Et enfin, Christian Estrosi, lui, qui n'est pas journaliste mais politique, semble avoir des informations que vous et moi n'avons pas encore. On se rappelle de la levée du pass vaccinal et sanitaire au moment de l'annonce de candidature de Macron. Maintenant, on nous annonce que cette levée pourrait être suspendue au moment où les législatives se terminent. Jean-Yves, un retour grandiloquent et fracassant du Covid dans le sujet d'actualité. Oui, alors, c'est un retour fracassant du Covid. À mon avis, il y a 2 raisons. D'abord, il y a un fait objectif qui a une remontée des contaminations. Ça, c'est un fait objectif qu'on observe dans les statistiques. On pourrait dire qu'il y a une remontée du nombre de tests aussi. Oui, mais je crois qu'il y a... Non, je crois indépendamment du nombre de tests, il y a une remontée des contaminations. Bon. Alors, est-ce que les contaminations vont se traduire par une remontée importante du nombre des hospitalisations et du nombre surtout des hospitalisations dans les services de réanimation ? C'est peut-être trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que dans la précédente vague,
celle du début de l'année, enfin de charnière hiver-automne, il y a eu beaucoup de contamination et il y a eu assez peu d'hospitalisation et assez peu de réanimation. Est-ce que ça sera le cas parce que c'est un sous-variant d'après ce qu'il semble, on ne le sait pas. Mais on commence à affoler les populations. Et quand on dit le Covid peut toucher le cerveau, je ne sais pas si le Covid peut toucher le cerveau, mais la propagande covidiste, elle touche le cerveau, elle le met KO. Elle touche le cerveau, et elle est d'autant plus nécessaire qu'effectivement, Estrosi a annoncé le retour du pass vaccinal, ce qui est vrai, puisque dans les projets de loi que le gouvernement envisage de faire voter d'ici le 15 août, il y a effectivement un texte sur le pass vaccinal. Donc c'est tout à fait possible. Et donc, effectivement, on commence à préparer l'opinion. Il y a deux questions, d'ailleurs. Il y a la question, est-ce que le Covid continue de circuler ? Oui, certainement sous forme pandémique. Est-ce que les mesures qu'on prend contre lui, que ce soit le masque ou que ce soit les vaccins à répétition, sont efficaces? Ça, c'est plus difficile de répondre. En tout cas, les médecins de plateau ont la réponse toute trouvée en ce qui concerne les gestes barrières et le vaccin. On écoute tout de suite. Et là, maintenant, il faut vraiment qu'on fasse le rappel maintenant, parce que ces personnes-là sont fragiles, et c'est celles-là qui risquent de se trouver à l'hôpital. Et quand on porte pas le masque dans les transports, eh bien, on risque de ramener le virus à la maison et de contaminer des personnes fragiles. Donc c'est pour ça qu'il faut inciter Jean-Paul, vous dites, fortement. vous pas d'obligation, mais vous recommandez gentiment, mais fermement, de mettre le masque dans les transports en commun. Oui, je pense que oui, il faut le mettre. Il faut le mettre dans les transports en commun, dans les lieux clos où on est proche les uns des autres, ou dans les pièces qui sont mal ventilées. Aux formes sévères, à l'hospitalisation, ça c'est très important. Évidemment, ces variants très contagieux augmentent le niveau d'immunité. C'est une mauvaise nouvelle pour l'immunité collective, ces variants, justement, parce que ils nécessitent qu'on hausse le niveau de protection des plus fragiles. Et c'est pour ça qu'on met le paquet sur les 8 millions de plus de 60 ans qui sont pas vaccinés. Gilles Pialou, parce qu'on avait le sentiment au contraire que plus le virus circulait, surtout s'il circulait à bas bruit, alors ça créait une immunité collective qui, à terme, était forcément positive pour tout le monde. Et là, vous me dites que c'est une mauvaise nouvelle, je comprends pas. C'est une mauvaise nouvelle parce que, par exemple, c'est un peu technique, mais... Alors, il est formidable, ce Pialou. D'abord, il touche son masque, ce qui est évidemment... ce qu'il ne faut pas faire quand on porte un masque, ce que tout le monde a tendance à faire d'ailleurs, mais enfin, lui devrait au moins savoir le porter. Et puis, ça fait partie de ces médecins qui ont quand même beaucoup de liens d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques, avec les laboratoires qui produisent des vaccins, avec Pfizer. Donc, moi, je pense qu'on devrait mettre en dessous ces liens d'intérêt. Voilà, on devrait les rappeler. Petit astérisque. Petit astérisque, voilà, ça serait au moins... Après, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux. Mais enfin, ça permet d'apprécier le contexte. Et la palme d'or, finalement, de ce sujet revient quand même à Sud-Ouest cette semaine, qui modifie son titre. Avant, c'était « Les vaccins anti-Covid augmentent les risques cardiovasculaires chez les jeunes ». Eh bien, une fois que la rédaction a jeté un œil là-dessus, c'est devenu « Les récentes études sur les risques cardiovasculaires chez les plus jeunes font polémique ». Un titre beaucoup plus consensuel, certaines parties de l'article ont également été changées. Là, on est face à un monument de la désinformation. Un monument de désinformation, parce que le fait qu'il y ait une augmentation des risques cardiovasculaires chez les jeunes, et notamment des péricardites ou des myocardites, n'est plus contesté. Voilà. Alors après, on peut les relativiser, mais c'est plus contesté, donc ça ne fait pas vraiment polémique. Et enfin, on se laisse avec, en conclusion, une intervention très intéressante de l'élu Hervé Juvin au sujet de la société de contrôle et du Covid. Mais les dispositifs qui ont été déployés, notamment le contrôle de la population à travers le pass sanitaire, s'il se complète du contrôle de la population par la carte, l'identité numérique et par l'euro numérique, ça c'est le contrôle total à tout moment et partout de la population européenne. Ça c'est extrêmement dangereux parce que ça s'appelle un nouveau régime totalitaire. Et j'ai bien peur qu'à la faveur du Covid, ça n'est ni le Covid ni les vaccins qui sont en cause, mais dans les dispositifs qui ont été déployés sous prétexte de Covid, on a bien la construction d'une société de l'obéissance. J'observe avec beaucoup d'inquiétude l'Occident se rallier à des solutions techniques dont on sait qu'elles sont éprouvées, par exemple en Chine. Je vous donne un exemple tout à fait récent. En Chine, dans une région à l'ouest, il y a une panique bancaire.
les gens ont commencé à avoir peur que leur banque fasse faillite et à se précipiter au guichet pour retirer leur argent. C'est très simple. Le pouvoir régional a fait virer leur passe sanitaire en rouge, donc ils n'avaient plus le droit de sortir de chez eux. Voilà carrément, comment, par tout de la suite. simple maîtrise numérique du passe sanitaire, on peut interdire à des gens, par exemple, de manifester. Ah oui, alors, je pense que ce que dit Hervé Juvin est très fort sur la société de l'obéissance. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Alors attention, ne confondons pas Hervé Juvin, qui est un essayiste brillant et un député RN au Parlement européen, et Philippe Juvin, son homonyme, qui est un député LR proche de Macron d'ailleurs, et qui rêve d'être ministre de la Santé de Macron, et qui lui est plutôt covidiste. Oh, comme tous les élus LR finalement. Ah, pas tous, non, je crois pas. Non, là, je pense que non, les élus LR sont partagés. Mais en tout cas, Juvin est plutôt dans le sens macroniste, voilà. Très bien. Pas Juvin, Philippe, pas Hervé. Oui, il ne faut pas faire la confusion, justement, on a compris. Avez-vous un coup de chapeau cette semaine, Jean-Yves? Je vois que vous en avez un, vous l'avez sur la table. Bah oui, j'ai un coup de chapeau. Vous me direz, c'est assez régulier, c'est un coup de chapeau pour le classique. Le classique conflit, toujours excellente revue de géopolitique, avec, je signale, deux articles particuliers. L'Empire contre-attaque sur la guerre des Malouines, qui ont eu lieu il y a 40 ans. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit si Poutine était une femme, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Or, les Britanniques ont fait leur dernière guerre. Enfin, il y a eu l'Irak après, vous me direz, mais leur guerre tout seul, avec l'aide des Américains aux Malouines, pour récupérer des îlots inhospitaliers situés à 15 000 km de chez eux. C'était un Premier ministre femme. Voilà. Donc, ce qui prouve que même les femmes peuvent faire la guerre. Ça, c'est la première remarque. Et puis, alors, ce qui est peut-être plus intéressant et plus complet, c'est un dossier sur l'Italie. Alors, en France, on a tendance à parler beaucoup plus de l'Allemagne que de l'Italie. Or, c'est très intéressant. Il y a d'ailleurs des points communs sur le plan économique, en tout cas, entre l'Allemagne et l'Italie. C'est-à-dire ces deux pays qui ont su quand même garder une industrie, ce que n'a pas su faire la France. Et donc, c'est un dossier intéressant, plutôt économique, pour plutôt découvrir géopolitique. un pays pour voisin, découvrir la réalité d'un voisin dont on parle assez peu, même si c'est sans doute l'un des plus beaux pays du monde. Moi, en tout cas, ce que j'adore dans la revue Conflit, c'est les illustrations du dessinateur qui s'appelle, il me semble, Croquis Sartorio, et qui dessine également sur les vêtements, etc., et qui fait les illustrations de la revue Conflit. Je trouve que c'est très bien réalisé. Merci Jean-Yves, merci à tous d'avoir regardé cette émission, cette 402e émission un petit peu anniversaire de TVL aussi. Merci mille fois. Et puis, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, enfin la regaine habituelle. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Jean-Yves.